Bonjour à tous. Donc, vis-à-vis de la problématique de vieillissement génie civil de l'enceinte de confinement, donc un petit plan, on va réintroduire le sujet, voir comment on fait une surveillance des enceintes, voir finalement notre sujet principal qui est le vieillissement et pathologie, et puis essayer d'avoir des conclusions sur ce sujet. Alors très rapidement, puisque Hervé l'a déjà montré, voilà ce qu'est une enceinte de confinement de 1300 MW. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement génie civiliste, c'est de dire que l'enceinte interne, elle est en béton précontraint, que l'enceinte externe, elle est en béton armé, donc on a toujours notre espace entre enceintes qui est en dépression. Contrairement à 900 MW, l'enceinte interne, donc elle n'a pas de liner métallique pour faire un système d'étanchéité. Mais comme l'a dit Hervé tout à l'heure, on a eu dans le temps finalement besoin d'introduire un revêtement composite parfois donc à l'intérieur, voire à l'extérieur de l'enceinte interne en béton précontraint. Tout ce qui nous intéresse aussi, c'est toute cette déclinaison. Donc le confinement, c'est deux exigences principales, l'étanchéité et la résistance. L'étanchéité, donc on décline par, d'une part, finalement vraiment une étanchéité, et puis comme on est en train de l'assurer par une enceinte interne en béton précontraint, qui n'est pas le meilleur matériau, le béton, pour assurer une étanchéité, en fait il est complété par la collecte des fuites gazeuses par l'espace entre enceintes. Et la résistance, la deuxième exigence apportée par la fonction confinement, et bien finalement, on a une enceinte interne qui va faire la résistance, on va dire un peu de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, en complément, on a une enceinte externe qui fait la résistance vis-à-vis des agressions extérieures. Donc, introduisons maintenant qu'est-ce que c'est que les matériaux, parce que je parle de béton, donc qu'est-ce que c'est que du béton? Le béton, c'est constitué de cailloux, de gravier et de sable, histoire de faire ce qu'on appelle un squelette. On essaie de remplir tous les trous. Et puis on va lier ça avec un liant hydraulique, donc qui est une pâte ciment. Alors le béton, c'est bien, on sent bien que le but de combler les trous, c'est que quand on appuie dessus, donc qu'on appelle la compression, ça a une très bonne résistance. Par contre, quand on tire dessus, ce qu'on appelle donc l'attraction, ça a une plus faible, voire une faible résistance à l'attraction. Donc pour reprendre les efforts de traction, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des dispositifs, enfin des composants complémentaires. La première chose qu'on a créée, c'est le béton armé. C'est simple, le béton armé, on avait mis des barres d'acier, et c'est ces barres d'acier qui vont reprendre les efforts de traction. Un autre système qui a été développé par la suite, c'est ce qu'on appelle le béton précontraint. Le béton précontraint, donc la précontrainte, c'est des gros câbles en acier aussi qui sont tirés, et en fait il faut les voir comme des élastiques, et l'objectif en fait c'est de comprimer en avant notre béton pour éviter finalement que sous action il génère, la section rentre en traction. Et puis on a parlé tout à l'heure aussi de la peau composite. Alors ça, je vais passer très rapidement dessus parce que Hervé l'a fait. Donc oui, effectivement, c'est des tissus de verre et puis liés par une résine époxy. Comment on fait la surveillance au quotidien des enceintes? Donc on a le dispositif d'auscultation. Donc il y a un dispositif d'auscultation comme sur les barrages initialement, qui a été mis en place dès la construction et qui est noyé dans les enceintes de confinement. Et puis, il peut être complété par un dispositif rajouté, mais cette fois en extérieur. Donc là, en fait, on voit des extensomètres de parement qui ont été rajoutés récemment sur certaines enceintes. Et ça nous permet en fait de suivre donc l'évolution, puisque le génie civil, on a l'impression que ça ne vit pas, mais en fait, ça bouge, c'est soumis à des actions, et puis après, nous, on va le voir quand on teste notre enceinte, on va suivre les déformations. Et justement, c'est les épreuves enceintes. Hervé l'a dit, qu'est-ce qu'on fait en épreuve enceinte? En fait, on va gonfler l'enceinte, on va la mettre en pression, sous la pression d'accident, et puis ça nous sert à vérifier d'une part qu'elle est étanche, qu'elle respecte ses critères, et ça va aussi nous permettre de valider le bon comportement mécanique, puisque la précontrainte d'une enceinte interne est dimensionnée vis-à-vis de l'accident de référence. Et ces épreuves enceintes, elles sont réalisées donc, dès la réception du chantier, quand on réceptionne dans un chantier l'enceinte interne pour valider le fait qu'elle fonctionne, avant le premier rechargement, puis tous les 10 ans pour le réexamen périodique.
Et puis, pour assurer le bon entretien de l'enceinte, et même des autres ouvrages et des autres éléments, EDF a mis en place donc, des plans de maintenance préventive. C'est décliné en fonction de thématiques ou d'objets, hein, par exemple, comme là j'ai mis les toitures, et puis ça définit la périodicité et les contrôles qu'on réalise sur les objets. Ça, c'est juste à titre illustratif. Je vous ai parlé des dispositifs d'auscultation. Vous voyez, en fait, on en a plein qui sont disposés tout au sein de l'enceinte. Je vous passe la lecture qui va nous faire perdre beaucoup trop de temps. Alors, ensuite, là, donc qu'est-ce que c'est que l'épreuve enceinte? Donc là, ça dure pendant, là, vous avez un palier à 24 heures. Ça dure, je crois, grosso modo 3 jours, si je ne me trompe pas. Au pire, EDF me corrigera. Vous avez une montée en pression de l'enceinte, une sorte de palier de stabilisation du palier qui prend grosso modo 24 heures. C'est à cette occasion-là qu'on va faire la mesure du taux de fuite. Donc, on va un critère de fuite global de 1,5%, hein, qui est un critère défini par le décret d'autorisation de création. Et alors, petite chose un peu amusante pour nous, génie civilistes, comment on s'assure aussi, on essaie de repérer les zones qui sont peut-être plus fuyardes que d'autres. Et bien, tout simplement, comme cette enceinte elle est en pression, on va asperger tout l'extérieur de l'enceinte interne d'un liquide mousseux. Voilà, c'est de l'eau savonneuse. Et en fait, à certains endroits, là où vous allez avoir des dégagements un peu d'air, vous allez avoir des phénomènes de petites bulles. Et ensuite, on va arriver avec ce qu'on appelle une boîte à vide et essayer de caractériser la fuite locale de ces éléments. Et donc, cet essai, donc, on cherche à valider également et l'étanchéité, mais également un comportement, ce qu'on appellerait globalement élastique, c'est-à-dire des déformations qui sont réversibles dans notre enceinte interne. Alors, quels sont les phénomènes de vieillissement et de pathologie? C'est finalement, on a introduit les différents matériaux qui rentrent dans l'enceinte de confinement. Donc, vis-à-vis du béton, on a ce qu'on appelle les phénomènes de retrait et de fluage du béton. Le béton, on a dit, il y a un liant hydraulique, c'est-à-dire qu'en fait, votre ciment, il a besoin d'eau, et puis il va perdre de l'eau au fur et à mesure du temps, et en fait, ça va générer des rétractations au fur et à mesure pendant la vie de l'ouvrage. Et ça, si ça se rétracte, comme je vous ai dit que notre câble de précontrainte, il est tendu pour essayer de comprimer, si mon béton naturellement fait du retrait, ça va faire perdre de la force dans mon câble de précontrainte, c'est ce qui pourrait finalement un peu décomprimer mon enceinte. Un autre phénomène qu'on pourrait avoir de vieillissement, on a rajouté de la peau composite. Et donc, on s'interroge aussi, quelles sont les fissures, les phénomènes de fissuration, clocage, décollement de la peau qui pourrait apparaître. Vis-à- avec des aciers, que ce soit des câbles de précontrainte ou des armatures, donc on peut avoir des phénomènes de corrosion qui peuvent apparaître, hein, c'est comme classique avec l'acier, et surtout aussi sur l'enceinte externe, puisqu'elle est à l'extérieur, elle n'est pas dans une ambiance contrôlée, où elle est soumise aux intempéries externes, et donc vous pouvez avoir des éclatements locaux de béton avec les phénomènes de gel-dégel, et mettant les aciers à l'extérieur et faisant apparaître justement phénomène de corrosion d'armature. Vis-à-vis de ce qu'on appelle les pathologies du béton, donc vous avez le béton peut avoir des phénomènes de gonflement, donc on a parlé du retrait, mais il peut aussi avoir des phénomènes de gonflement. Donc vous avez deux gros phénomènes qui sont la RAG, donc la réaction alcali-granulat, et la RSI, la réaction sulfatique interne. Donc c'est d'une part des problèmes de chimie du béton, hein, ça reste des éléments entre eux, et vous pouvez avoir des problèmes donc, entre le ciment et les granulats, et ça crée des gonflements plutôt externes, donc là c'est illustratif, ça crée des faïençages sur la paroi, donc c'est comme ça, c'est assez aisément identifiable. C'est des phénomènes qui arrivent avec le temps, qui se développent après, qui n'arrivent pas tout de suite. Et plus pervers, entre guillemets, c'est la RSI, parce qu'elle, c'est le phénomène de gonflement interne, donc vous n'allez pas forcément avoir des phénomènes extérieurs, mais ça, vous allez le constater justement avec vos dispositifs d'auscultation, donc d'où un suivi important dans le temps.
Alors le phénomène de retrait du béton, dû donc à l'assèchement un peu du béton, c'est un phénomène qui perdure au cours de temps, mais qui finalement tend à se stabiliser, comme on le voit là sur le suivi. Puis on essaye après de faire des projections. Donc ça c'est sur une des enceintes, je ne sais plus laquelle on l'a fait, mais voilà, on voit ce phénomène où en fait on a tendance finalement à avoir un phénomène de plateau. Donc c'est connu, c'est évalué et c'est pris en compte dans le dimensionnement de la précontrainte. Donc ça c'est les dimensionnements de précontrainte. Le but là c'est de vous de caractériser qu'on a des phénomènes qui sont déjà vus et en fait on prend déjà en compte que finalement je vais avoir moins de tension dans mes câbles quand je le dimensionne, je tiens cet effet en compte. Mais mes câbles de précontrainte, ça reste de l'acier, donc c'est dans des tubes. Et donc pour éviter le phénomène de corrosion des câbles de précontrainte, eh bien on remplit lors de la construction ces gaines par un coulis de ciment. Et alors les têtes d'ancrage qu'on a vues en fait au tout début dans une des photos, et en fait eux sont capotés et font l'objet justement des surveillances qui sont réalisées par EDF dans le cadre de leur plan de maintenance. Mais contrairement aux 900 MW, en fait, le phénomène de double enceinte et la précontrainte étant dans l'enceinte interne et donc au niveau d'une ambiance contrôlée dans l'espace entre enceintes, bah, finalement le risque de corrosion il est quand même plus faible. Vis-à-vis des corrosions des armatures extérieures de l'enceinte en béton armé, bah ça en fait, donc, ça c'est une image d'illustration de ce qu'on voit quotidiennement dans un ouvrage qui est pas traité. Eh bien, bon, c'est traité aux têtes. EDF réalise des relevés, un suivi et un traitement des fissures. Donc ça aussi, c'est dans le cadre des plans de maintenance classiques. Et le traitement, donc, c'est un traitement de passivation. C'est-à-dire qu'on essaie de recréer une couche protectrice donc de l'armature. Donc bien sûr, on enlève la corrosion, on lui refaire créer une couche naturelle protectrice. Et puis après, on fait ce qu'on appelle un réagréage, c'est-à-dire on met du meurtrier pour la protéger. Il nous reste dans les pathologies attendues, les fissures et les cloquages et les décollements de la peau composite. Bon, il y a quand même des essais de qualification avant de mettre en œuvre ce matériau, et notamment des phénomènes de vieillissement accéléré pour essayer de voir comment il vieillit dans le temps. Et puis, n'oublions pas qu'ils sont aussi sollicités lors des examens périodiques, lors des épreuves enceintes. C'est un procédé qui, quand même, quand vous avez des problèmes locaux, alors j'ai mis aisément réparable, c'est surtout qu'il est localement, on n'a pas obligé de changer toute la peau, on peut faire des traitements locaux, des cloques et des fissures rencontrées. Pour les pathologies du béton, c'est là que c'est un peu plus problématique, puisque c'est des pathologies qui peuvent arriver et se déclarer 20-30 ans après. Néanmoins, comme on a dit que c'était de la chimie ou due à des effets lors de la construction, EDF a réalisé donc une sorte de cartographie, un classement des risques théoriques, donc basé sur les données issues de la construction, donc en fonction de la composition du béton qui a été mise en œuvre et des températures qu'on a obtenues lors de la construction. Par ailleurs, notamment pour la RSI, la surveillance suite avec les dispositifs d'auscultation permet aussi de vérifier l'absence de ce phénomène, ou en tout cas s'il n'est pas encore déclaré. Et s'il est détecté, eh bien, on fait une analyse des conséquences, des effets, et puis EDF tente aussi de faire, alors c'est plus de la R&D pour l'instant, mais de la projection sur l'évolution, et à ce jour, il n'y a pas de désordre structurel constaté, et pas d'impact structurel à terme identifié. Alors en termes de conclusion, finalement, on a identifié quelques dégradations issues du vieillissement et des pathologies, donc le gonflement du béton, la corrosion des armatures et le cloquage de la peau. Et tout le travail de l'IRSN, c'est notamment de s'assurer de l'exhaustivité des phénomènes qui sont identifiés, notamment par le REX international et puis la R&D et autres. Ensuite, quand on a donc EDF, au travers de ses plans de maintenance et de son suivi,
identifie et suit les mécanismes de vieillissement, mais tout le travail est aussi de s'assurer que ces contrôles, est-ce qu'ils sont suffisants, est-ce qu'il n'y a pas des trous dans la raquette, est-ce qu'on voit bien tous les éléments, et est-ce qu'ils répondent bien aux dégradations et pathologies attendues. Ensuite, la validation de la fonction de confinement au travers des épreuves enceintes. On a vu qu'il y avait des évolutions qui étaient attendues. Et est-ce que ces évolutions, puisque comme on a des retraits, du fluage, de la perte dans les câbles de précontainte, est-ce que finalement c'est compatible avec la prolongation de l'exploitation? Et tout ça rentre aussi dans... ça s'améliore via notamment donc les programmes de R&D, le REX international, le REX de la construction, etc. Merci.